Guy Gros, vous êtes chercheur au Centre d'études de la vie politique rattaché à Sciences Po. Vous intervenez dans le cadre de ce colloque à Lyon sur 60 ans de laïcisation de la CFDT. Vous avez choisi pour thème de votre intervention la CFDT, une organisation centrale, mais pas forcément hégémonique. Qu'est-ce qui vous avait fait choisir le titre de cette intervention? Bien précisément, c'est la situation actuelle, si je peux dire, de la CFDT. Parce que d'une part, la CFDT est devenue une organisation centrale. Elle est, bien sûr, par la première place qu'elle occupe du point de vue des organisations représentatives, telles qu'effectivement, on a pu le constater au cours des 2 derniers scrutins. Elle est aussi, je dirais, par-delà même le fait électoral, centrale pour des raisons plus contextuelles. La CFDT n'est pas seulement l'organisation qui a su précisément mettre en œuvre, à partir de la fin des années 70, un syndicalisme réformiste et contractuel fondé sur le compromis, la négociation collective, et qui, de ce côté, a totalement tranché avec une tradition conflictuelle qui avait longtemps et beaucoup marqué le syndicalisme en France. Du côté de la CGT en particulier. Du côté de la CGT, mais pas seulement. Alors, mais elle est, si vous voulez, aussi et surtout à l'origine d'une nouvelle conception de la négociation, à savoir une négociation qui ne se limite pas au fait redistributif, c'est-à-dire redistribution du pouvoir d'achat ou revendication immédiate, mais qui se veut innovatrice car répondant aux défis portés d'une part par les mutations de la société, mais aussi par divers contextes. Et pour ce faire, je peux remonter aux années 70-80, où effectivement, on voit que la CFDT, en quelque sorte, produit toute une série de revendications très pionnières en matière du droit ou des garanties collectives, telles que les luttes contre les discriminations, qui apparaissent très très tôt, l'expression des salariés sur leur lieu de travail, le droit des femmes et d'égalité, ce qui n'est pas partagé par toutes les organisations syndicales alors, l'intervention des syndicats dans le domaine des nouvelles technologies et aussi, bien sûr, les diverses formes de prise en compte de l'environnement et de dénonciation d'un livre qui a à l'époque eu un certain succès, qui s'appelait Les dégâts du progrès. Donc on voit là toute une série de thèmes, effectivement, qui avaient marqué à l'époque la CFDT et surtout, comme je le disais, une négociation qui ne se contentait plus de se limiter aux seules revendications immédiates, mais qui avait pour but de se fonder sur des thèmes dont, effectivement, la portée impliquait une transformation non seulement des relations du travail, mais plus généralement de l'entreprise, voire de l'économie. Et aujourd'hui, ce type de négociation, qui n'était pas forcément admise par beaucoup de syndicats en France, est aujourd'hui devenu, je dirais presque un lieu commun, si l'on se réfère ne serait-ce qu'aux diverses réformes qui ont accompagné la négociation collective depuis à peu près une quinzaine d'années. Guy Gros, vous avez proposé comme thème de votre contribution la CFDT centrale mais pas hégémonique. Alors on vient de parler de la centralité de la CFDT. Que pouvez-vous dire sur sa dimension non hégémonique? Alors, il y a 2 points, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, il y a 2 points qui m'apparaissent particulièrement importants en fait. Le premier point, c'est que lorsqu'on parle d'hégémonie d'une organisation, ça se traduit dans les faits et surtout par une influence toujours accrue, je dis bien toujours accrue, auprès de ceux qui sont concernés par l'action de cette organisation. Or, de ce point de vue, la situation de la CFDT reste très paradoxale. Pour résumer, je dirais, elle a gagné en importance, mais sans forcément gagner en influence. Je m'explique. Si l'on observe les données publiques, les statistiques publiées par l'Institut du travail concernant les élections sur la représentativité syndicale, on constate que lors du dernier cycle recensé, c'est-à-dire la période 2017-2021, le maintien de la CFDT au premier rang se faisait dans un contexte assez paradoxal ou ambigu. En effet, par rapport au cycle électoral précédent,
ont constaté, non seulement globalement parlant, un recul de la participation des salariés à l'élection, mais surtout concernant la CFDT, un recul du point de vue du nombre de suffrages, puisqu'elle perdait 40 000 suffrages lors de ce cycle. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, elle restait la première, mais que son influence n'augmentait pas pour autant. En réalité, comme beaucoup de spécialistes aujourd'hui l'admettent, la première place de la CFDT est surtout due au recul important, voire massif, de l'influence de la CGT au cours des dernières élections professionnelles. Quand je dis dernière, c'est au cours au moins des 2 décennies précédentes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut rappeler un fait majeur quand on parle d'hégémonie, c'est que l'hégémonie d'une organisation ne se pose pas bien sûr du simple point de vue électoral, il se pose aussi sur le terrain des idées, et surtout lorsque ces idées peuvent s'incarner dans les faits. Alors, sur le point des idées, justement, comment ça se passe? Alors moi, je ne retiendrai qu'une seule idée, parce qu'on n'a pas le temps, en quelque sorte, d'en retenir de multiples. La grande idée, finalement, qui a porté l'organisation sur la très longue histoire, la très longue histoire du syndicalisme de la CFDT, qui, vous le savez comme moi, et c'est un des thèmes du Congrès, et l'héritière de la CFTC, c'est au fond 4 grandes phases. Première phase, à la création de la CFTC, c'est le principe de subsidiarité. La deuxième phase, c'est, dans les années 70, le principe d'autogestion, vu plutôt du point de vue de l'ouvrage qu'avait écrit Pierre Rosanvallon à l'époque. La troisième phase, c'est les années 70, c'est le droit d'expression des salariés dans l'entreprise et sur le lieu de travail. Et enfin aujourd'hui, on peut parler d'une quatrième phase qui a donné lieu à un texte important dans le monde qui a été signé par Berger et beaucoup d'autres, c'est la codétermination. Or, dans cette longue histoire, on s'aperçoit qu'incontestablement, l'idée centrale de la CFDT, c'était de revendiquer de l'influence des salariés sur la production et dans leur entreprise, et ce faisant, du pouvoir, au moins un pouvoir partagé, et ne pas laisser en quelque sorte le seul patronat, le seul employeur à avoir l'exclusivité d'influence sur les décisions prises par l'entreprise, d'autant qu'il s'agit souvent de décisions importantes. Alors là, l'idée demeure. On le voit sur longue durée. Mais qu'en est-il de la réalité? Le droit d'expression, voulu d'ailleurs, plutôt avalisé par les lois Auroux, n'a vécu que quelques timides années. 82, 87, la boutique était fermée. Quant à la codétermination et la place prise par les représentants des personnels dans diverses instances, dont les conseils d'administration, on retiendra plutôt cet exemple-là des conseils d'administration, elle demeure aujourd'hui toujours très très limitée malgré des initiatives législatives comme par exemple la dernière loi Rebsamen. Surtout, elle demeure limitée lorsqu'on la compare en quelque sorte à ce qui existe dans d'autres pays de l'Union européenne. Malgré effectivement des progrès, aujourd'hui, la représentation des salariés au sein des conseils d'administration est de 15% des sièges. En Allemagne, elle oscille entre le tiers et la moitié des sièges. Et elle se situe dans beaucoup de pays de l'Europe centrale ou de l'Europe du Nord aux environs de 33%. La France aujourd'hui, malgré la volonté de la CFDT de faire valoir cette revendication de partage du pouvoir ou de pouvoir partagé dans les revendications, dans son programme, etc., reste aujourd'hui très en arrière, très en retrait, très en recul par rapport aux autres pays européens.